Bienvenue à Nuit criminelle. Ce soir, nous suivons Miss Marple, une observatrice attentive des secrets, dans un mystère connu sous le nom de l'énigme de la troisième invitation. Dans un village tranquille, un message inattendu ravive de vieilles rivalités. À qui peut-on faire confiance quand tout le monde cache quelque chose? Servez-vous une boisson chaude, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. C'était l'un de ces rares matins à St. Mary Mead où l'air lui-même semblait s'être arrêté pour écouter. Le soleil s'était levé sans hâte, réchauffant les toits de chaume et réveillant le parfum des lilas dans le jardin du presbytère. Tout semblait normal, et pourtant il y avait quelque chose dans le calme et l'attente, comme l'air avant un orage, calme mais chargé. Depuis sa fenêtre à Denmead, Mademoiselle Marple observait le rituel quotidien du village. Le facteur, les épaules légèrement voûtées sous son sac, s'arrêtait pour échanger des potins à chaque porte. Madame Price Ridley, aussi corpulente dans ses convictions que dans sa silhouette, traversait la ruelle avec un panier qui semblait bien trop petit pour contenir toutes ses opinions, et le laitier, fredonnant faux, laissait derrière lui une file de bouteilles scintillantes qui reflétaient le soleil comme de petites promesses. Tout était parfaitement ordinaire, ce qui, comme le savait Mademoiselle Marple, était souvent le moment où les choses les plus intéressantes avaient tendance à se produire. À ce moment-là, elle ne s'attendait à rien de remarquable. Son esprit était occupé par une lettre de son neveu Raymond, 3 pages sur les lacunes des éditeurs londoniens et les dangers de la poésie moderne. Elle venait de la replier avec une affection amusée lorsque l'on frappa à sa porte. Ce n'était pas le double coup vif du facteur, ni le tapotement incertain d'un enfant. Il s'agissait de 3 coups délibérés, espacés de manière régulière, comme s'ils avaient été donnés par quelqu'un qui s'efforçait de rester calme. « Entrez, dit Mademoiselle Marple. » La porte s'ouvrit et laissa apparaître une jeune femme de chambre du presbytère, les joues rougies par la nervosité. « Je vous demande pardon, madame. Le vicaire vous prie de passer le voir à votre convenance. Il s'agit d'une invitation. » Une invitation. Les yeux de Mademoiselle Marple s'illuminèrent. Peu de choses dans la vie du village étaient peu plus révélatrices que de savoir qui invitait qui et qui était exclu. « Oui, madame, pour cet après-midi. Madame Bantry a dit que vous en aviez certainement reçu une aussi. » Mademoiselle Marple sourit. « Alors je dois certainement venir tout de suite, avant que la patience du pauvre monsieur Clément ne s'évapore. Merci, Alice. » La jeune fille fit une révérence et se retira. Mademoiselle Marple resta assise un moment, réfléchissant. Une invitation impliquait un but social. 3 invitations, comme elle allait bientôt l'apprendre, impliquaient un mystère. Au presbytère, le salon sentait le bois poli et la lavande. Le révérend Clément se tenait près de la cheminée, tenant entre le pouce et l'index une petite enveloppe en ivoire, comme s'il hésitait à s'en approprier la propriété. « Ma chère mademoiselle Marple, je suis ravi que vous ayez pu venir, dit-il. Vous voyez, une affaire plutôt étrange s'est présentée. 3 de ces enveloppes ont été livrées ce matin, apparemment en main propre. Une pour moi, une pour madame Price Ridley et une pour le colonel Melchett. Vraiment. » Mademoiselle Marple prit l'enveloppe qu'il lui tendait. Elle était en papier épais, de bonne qualité, sans aucune marque, à l'exception de son nom écrit d'une écriture soignée et cursive. Mademoiselle Jane Marple. À l'intérieur se trouvait une seule carte pliée. Elle l'ouvrit et lut « Vous êtes cordialement invité à prendre le thé à l'ancien presbytère cet après-midi à 4 heures. Une question d'intérêt mutuel sera discutée. H.D. » Il n'y avait pas d'adresse. L'ancien presbytère était connu de tous, mais il n'y avait pas eu de résident H.D. à St. Mary Mead depuis au moins 15 ans. « Comme c'est étrange, » murmura-t-elle. Madame Clément, assise avec élégance sur le canapé, parla en agitant ses manchettes en dentelle. Sans doute un nouveau venu aux manières malheureuses, ou l'un de ces publicitaires qui font sans cesse des coups médiatiques pour les magazines. « Peut-être, » dit le vicaire, « mais pourquoi tout ce mystère? Et pourquoi nous 3 ?» Les doigts de Mademoiselle Marple suivirent le bord en relief de la carte. « Puis-je vous demander, vicaire, ce qui est écrit exactement sur la vôtre? » « La même formulation, répondit-il, et la même écriture. Alice jure qu'aucun messager n'est passé par l'allée principale. Elle les a trouvés sur le pas de la porte à 7h30. Mademoiselle Marple acquiesça. 1 heure matinale pour une correspondance sociale, mais pratique pour l'anonymat. La voix de Madame Clément tremblait. « Vous ne suggérez rien de sinistre, Mademoiselle Marple ? » « Ma chère, j'ai depuis longtemps cessé de suggérer quoi que ce soit. Je me contente d'observer. » Ils furent bientôt rejoints par Madame Price Ridley elle-même,
qui entra sans attendre d'être annoncée, preuve que la curiosité l'emporte 9 fois sur 10 sur la bienséance. Elle brandit sa propre carte comme une preuve d'indignation morale. « C'est une véritable libertinage, déclara-t-elle. Pas de prénom, pas d'explication, et on s'attend à ce qu'on aille se promener dans cet endroit vide et effrayant. Mais il est fermé depuis la mort du pauvre révérend Drayton. Il y a des années... » « Drayton, » répéta doucement mademoiselle Marple. « Oui, bien sûr. H.D. Henry Drayton. » Le vicaire fronça les sourcils. « Mais il est mort. » Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur la carte. Silence. Pendant un moment, personne ne parla. Le seul bruit était le tic-tac faible de l'horloge du presbytère, chaque battement plus délibéré que le précédent. Puis madame Price Ridley dit, avec une vivacité forcée, « Mas, une farce, j'imagine. Des garçons qui ont trop de temps libre et trop peu de religion. »« Peut-être, » dit mademoiselle Marple. « Pourtant, les garçons orthographient rarement correctement lorsqu'ils font des farces, et ses traits sont précis. Une main délibérée, pas une main espiègle. » Dehors, le vent se leva soudainement, faisant claquer le loquet de la fenêtre, comme pour faire écho à sa pensée. Madame Clément frissonna. « Vous voulez dire que vous avez l'intention d'y aller ?» Mademoiselle Marple plia l'invitation et la rangea soigneusement dans son sac à main. « J'ai toujours pensé que la courtoisie, tout comme la curiosité, méritait une réponse appropriée. Si je suis invité à prendre le thé, j'y vais, même si je me doute que la conversation ne portera pas uniquement sur les rafraîchissements. » Le vicaire semblait dubitatif. « Dans ce cas, je suppose que nous devons tous y aller. Refuser pourrait paraître indélicat. »« Ou imprudent, » dit doucement mademoiselle Marple. « Il existe de nombreuses formes d'invitation, monsieur Clément. Certaines sont sociales, d'autres morales, et quelques-unes instructives. » Elle se leva en lissant ses gants. À travers la fenêtre, le ciel avait commencé à changer, un mince voile de nuages obscurcissant la lumière du soleil sur les pierres du cimetière. Ce n'était pas encore un orage, mais simplement un calme trop intense. Lorsqu'elle revint à Danemede, l'air avait pris cette densité particulière qui précède la pluie. Sur sa table se trouvait le courrier du matin, dont une enveloppe qu'elle avait négligée. L'écriture était la même que précédemment, gracieuse, sans précipitation. Elle l'ouvrit lentement. Le message était identique, à l'exception d'un petit ajout, écrit au crayon pâle sous le texte imprimé. « Vous devez absolument venir. Vous comprendrez. » Mademoiselle Marple le lut 2 fois, puis plia le papier, le visage impassible. Dehors, le premier grondement sourd du tonnerre roula au loin à travers les collines. Le tonnerre n'arriva jamais vraiment. Il s'attarda quelque part au-delà des collines, murmurant sa menace sans la concrétiser, comme si la tempête elle-même était curieuse de voir ce que l'après-midi allait apporter. À 4 heures, le ciel avait pâli jusqu'à atteindre une étrange demi-lumière, ni claire ni sombre, et l'air était si lourd qu'il en était oppressant. Mademoiselle Marple se mit en route pour le vieux presbytère, son parapluie soigneusement replié et l'esprit tranquillement alerte. Le chemin serpentait à travers le cimetière, où les pierres tombales se penchaient comme des vieilles femmes bavardes. Au fond, le presbytère se dressait dans une dignité fanée, envahi par le lierre, les fenêtres fermées et le heurtoir en laiton terni par la négligence. Pourtant, à l'une des fenêtres supérieures, un rideau avait été tiré. Quelqu'un était à l'intérieur. Madame Price Ridley et le colonel Melchett arrivèrent ensemble, la première armée de son désapprobation, le second de sa canne et d'un regard qui suggérait une tâche accomplie à contre-cœur. « Je dois dire, » commença Madame Price Ridley, « que c'est une affaire des plus inconvenantes. Si quelqu'un se trouve vraiment là, il devrait être obligé de s'expliquer. » Melchett grogna. « Si c'est une farce, elle est allée trop loin. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas le cas. » Mademoiselle Marple ne dit rien. Elle remarqua simplement que la voix de Madame Price Ridley tremblait, non pas d'indignation, mais de peur. Elle savait que la respectabilité était une armure fragile qui cliquetait bruyamment lorsqu'on la frappait. La porte s'ouvrit avant qu'ils aient se pu frapper. Une femme d'âge moyen se tenait là, vêtue simplement, les cheveux d'une couleur pratique, comme ceux de quelqu'un qui se coupe les cheveux soi-même. « Bonjour, dit-elle avec un accent qui n'était pas celui de St. Mary Mead. « Vous êtes venu, c'est un soulagement. » Le colonel Melchett se redressa. « Nous avons été invités. Je suis le colonel Melchett. Puis-je vous demander si vous êtes H.D. » La femme fronça les sourcils. « Non, monsieur, je m'appelle Madame Drake. Je suis la gouvernante. On m'avait dit de vous attendre. »« Qui vous l'a dit ?» demanda Madame Price Ridley. « Le monsieur qui m'a engagé ce matin. Il a dit que 3 visiteurs viendraient te prendre le thé à 4 heures. » Son ton était poli, mais ses yeux trahissirent sa confusion. Il est parti peu après avoir donné son ordre. Il a dit qu'il avait un appel à passer au village.
Et son nom, insista Melchett. Madame Drake secoua la tête. Il ne me l'a pas dit. Il m'a seulement dit que je le reconnaîtrais quand je le verrais. Le regard de mademoiselle Marple se porta au-delà d'elle, vers le hall. L'air sentait légèrement le cirage et autre chose. Des violettes peut-être, ou un parfum plus ancien ressuscité par l'ouverture de portes longtemps fermées. L'horloge du hall était immobile, son pendule arrêté. Cette petite absence de rythme rendait le silence vivant. On les fit entrer dans le salon, où le thé avait effectivement été préparé dans un décor parfait et désuet. Nappe blanche, théière en argent, pince à sucre et 4 tasses. 4. Le regard de mademoiselle Marple s'attarda sur la 4e tasse, vide mais pleine d'espoir. « Allons-nous attendre ?» demanda-t-elle doucement. Madame Drake acquiesça. Il a dit qu'il ne serait pas long. L'horloge sur la cheminée restait immobile. 5 minutes passèrent. 10. Le vent soufflait par rafales contre les volets, comme un souffle incertain. Finalement, le colonel Melchett marmonna « Je vais jeter un œil » et se dirigea vers la porte du bureau. Elle s'ouvrit facilement, ne révélant que de la poussière et une légère odeur de papier humide. Le regard de mademoiselle Marple se posa à nouveau sur la cheminée. Un portrait y était accroché, représentant un jeune ecclésiastique en robe sombre, une main posée sur une Bible ouverte. La plaque en laiton en dessous indiquait « Henry Drayton, recteur, 1902-1938 ». Le visage était serein, presque doux, mais les yeux semblaient suivre la pièce avec une curiosité savante. Madame Price Ridley le remarqua également. Vraiment, ce tableau devrait être décroché. Il est très dérangeant. Mademoiselle Marple parla doucement. Les yeux, oui. Il semble savoir quelque chose que nous ignorons. Melchett revint un instant plus tard, l'air grave. L'endroit est désert, à l'exception d'une valise dans le bureau. Elle vient d'arriver. Celui qui était ici avait l'intention de revenir. Madame Drake semblait sincèrement bouleversée. Oh mon Dieu, je ne me suis jamais retrouvé dans une telle situation. Il m'a donné 5 livres d'avance et m'a dit qu'il recevrait des invités importants. J'ai trouvé cela tout à fait respectable. Le regard de mademoiselle Marple s'attarda à nouveau sur le plateau à thé. La 4e tasse avait été remplie. De la vapeur s'en dégageait légèrement. Alors il ne doit pas être parti depuis longtemps, dit-elle. Le thé est encore chaud. Ils se tournèrent tous vers la table. La main de madame Price Ridley tremblait légèrement. Quelqu'un est entré dans cette pièce depuis que vous l'avez quittée. Madame Drake secoua vigoureusement la tête. Je vous jure, madame, que je n'ai vu personne. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le rideau avait été tiré à nouveau, laissant apparaître une légère empreinte de main sur la dentelle, comme si quelqu'un les avait observés arriver. Dehors, le jardin était immobile, à l'exception d'une seule rose blanche qui bougeait dans l'air calme. Elle se retourna. « Nous ne sommes peut-être pas seuls, vous savez. » Melchett fit un pas vers la porte, mais un bruit l'arrêta, un léger cliquetis provenant du couloir. Madame Drake eut le souffle coupé. Mademoiselle Marple plissa les yeux. « Je vous en prie, colonel, ne nous alarmons pas, qui que ce soit. La peur révèle le caractère bien plus rapidement que les questions. » Il hésita, puis acquiesça. Ils écoutèrent. Un autre bruit suivit un léger clic métallique, comme un loquet qui se refermait quelque part au-dessus. Puis le silence revint. Madame Price Ridley s'effondra sur le canapé. « C'est scandaleux. Je vais directement voir la police. Vous en avez déjà un, dit Melchett d'un ton sec. Malheureusement, il n'est pas de service aujourd'hui. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Il vaut peut-être mieux attendre. Celui qui a organisé cette rencontre s'est donné beaucoup de mal. Nous en apprendrons peut-être davantage en acceptant ces conditions. Son regard se posa une nouvelle fois sur le portrait d'Henry Drayton. Son expression semblait subtilement modifiée par la lumière changeante, toujours sereine, mais désormais presque triste. Elle repensa au message. « Vous devez venir, vous plus que tout autre. Vous comprendrez. » Dehors, la première goutte de pluie frappa la vitre d'un seul coup sec et délibéré, comme si quelqu'un avait frappé de l'autre côté de la vitre. Le bruit s'évanouit aussi, soudainement, qu'il était apparu. Pendant un long moment, personne ne respira. La rose blanche à l'extérieur se balança une fois de plus, puis resta immobile, ses pétales tremblant légèrement. Le regard de mademoiselle Marple s'attarda sur cette chose pure, qui se tenait dans un lieu secret. Puis elle se retourna vers la pièce. « Madame Drake, dit-elle doucement, auriez-vous l'amabilité de nous dire où mène ce couloir ? » « À l'étage supérieur, madame, aux chambres et à l'ancien bureau du recteur. Mais je ne suis jamais montée là-haut. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas fouiner. »« Tout à fait, dit mademoiselle Marple. La curiosité doit être patiente. Elle apprend davantage en attendant qu'en cherchant. »
Le colonel Melchett, moins enclin à la patience, se dirigea d'un pas décidé vers l'escalier. « Il y a quelqu'un là-haut, mademoiselle Marple. Je ne les laisserai pas se cacher dans une maison vide. »« Soyez prudent, murmura-t-elle. La précipitation peut faire passer l'honnêteté pour de la culpabilité. » Il acquiesça d'un signe de tête sec et disparut à l'étage, ses pas mesurés mais indéniablement tendus. Les autres attendirent en bas, écoutant le grincement de l'escalier et le silence qui suivait chaque pas. Madame Price Ridley serrait son sac à main comme un chapelet. « Il aurait dû emmener quelqu'un avec lui, murmura-t-elle. Mademoiselle Marple pencha la tête. « Il a emporté sa conscience, Madame Price Ridley. C'est le meilleur compagnon dans les maisons incertaines. » Cette remarque la fit taire, elle aussi. Les minutes s'écoulèrent, l'une après l'autre. Quelque part au-dessus, une porte s'ouvrit, puis se referma. La voix de Melchett se fit entendre faiblement. « Il n'y a rien ici. » Et pourtant, même dans cette assurance, il y avait un malaise. Madame Drake s'agita. « Je n'aime pas ça, madame. » L'homme qui m'a embauché parlait très doucement, comme s'il ne voulait pas être entendu. Il a dit que l'endroit devait être prêt à tout prix. Il semblait correct, cependant, poli. Les yeux de mademoiselle Marple étaient bienveillants. La politesse, ma chère, est souvent un emballage soigné qui recouvre un paquet plutôt maladroit. Un bruit sourd provenant d'en haut fit sursauter madame Drake. Mademoiselle Marple leva un doigt. La voix du colonel retentit à nouveau, plus aiguë cette fois. « Ici, vite !» Ils montèrent les escaliers ensemble. L'air était plus froid qu'auparavant et sentait la poussière et la lavande depuis longtemps fanées. Dans le hall supérieur, Melchett se tenait à côté d'une porte ouverte. À l'intérieur, la pièce était vide, à l'exception d'un bureau et d'une seule chaise. Sur le sol gisait une enveloppe dont le sceau était brisé. Melchett la tendit à mademoiselle Marple. « Elle vous est adressée, » dit-il d'un ton sinistre. Elle l'accepta sans surprise. Le papier était le même papier épais ivoire que celui des invitations. À l'intérieur, une seule ligne était écrite de la même écriture élégante. La vérité invite tout le monde, mais un seul comprend. Madame Price Ridley eut le souffle coupé. C'est de la folie. Une absurdité spirite, j'imagine. L'expression de mademoiselle Marple ne changea pas. La folie emprunte souvent le langage de la moralité, dit-elle. Et la moralité, à son tour, dissimule la peur. Le colonel regarda par la fenêtre, où le jardin s'étirait, pâle, sous le crépuscule naissant. Personne en vue. Celui qui a écrit cela joue un jeu. Je me demande, murmura mademoiselle Marple. Les jeux sont faits pour s'amuser. Cela ressemble davantage à une démonstration. En bas, les tasses à thé attendaient Hosky toujours, alignées avec soin. Madame Drake les rassembla d'une main tremblante, perdant son sang-froid. « Si vous n'avez plus besoin de moi, madame, je vais juste... » « Restez encore un peu, » l'interrompit gentiment mademoiselle Marple. « Il n'est jamais sage de se disperser pendant qu'une histoire était racontée. » À ces mots, madame Price Ridley leva brusquement les yeux. « Une histoire ? Quelle histoire ? » « Oh, chaque village en a une, » dit mademoiselle Marple avec douceur. « La question est simplement de savoir dans quel chapitre nous sommes tombés. » Le colonel Melchett croisa les bras. « Je vais demander au sergent Lake d'amener 1 ou 2 hommes pour fouiller le terrain. Et je veux que cette valise soit examinée. » Pendant qu'il parlait, le regard de mademoiselle Marple se posa à nouveau sur la cheminée. Le portrait d'Henry Drayton était éclairé par un rayon de lumière. Des grains de poussière flottaient dessus comme des pensées vagabondes. Les yeux peints semblaient, une fois de plus, à la fois compréhensifs et compatissants. « Madame Drake, demanda-t-elle soudainement, lorsque vous avez été engagée ce matin, où le monsieur a-t-il dit qu'il séjournait ?» La gouvernante fronça les sourcils. « Il ne l'a pas dit, madame. Il a seulement dit qu'il venait de Londres. Il a payé en espèces. » Ah, ce détail a tendance à être accompagné de secrets. Melchett revint du bureau avec la valise. Il la posa sur la table, ouvrit les fermoirs et la déplia. À l'intérieur se trouvaient des vêtements pour hommes soigneusement pliés, mais anciens, dont les étiquettes portaient la marque d'un drapier qui avait fermé boutique depuis longtemps. Au-dessus se trouvait une petite Bible aux bords usés. À l'intérieur de la couverture, écrit à l'encre délavée, figuraient les mots « Henry Drayton, 1937 ». Madame Price Ridley recula. Mon Dieu, c'est sa propre valise. Les doigts de mademoiselle Marple se posèrent légèrement sur le livre, ou du moins sur un objet qui lui ressemblait de manière convaincante. Les apparences peuvent être étonnamment bien préparées. Le colonel la regarda avec un intérêt soudain. « Vous pensez que quelqu'un a mis cela en scène ?»« Je pense, dit-elle lentement, que quelqu'un veut que nous nous souvenions très précisément d'Henry Drayton, de ses vertus, de sa fin, de son absence. »
Madame Drake se signa. On dit qu'il est mort à l'étranger, n'est-ce pas, pris dans une tempête en mer. Mademoiselle Marple acquiesça, faiblement. C'était l'histoire. Mais les histoires, comme les invitations, dépendent de l'intention de celui qui les raconte. L'air dans la pièce semblait s'épaissir à nouveau, chargé non pas de météo, mais de pensée. Dehors, la pluie commença enfin à tomber, douce, régulière, implacable. Elle tambourinait contre les fenêtres comme des doigts cherchant à entrer. Madame Price Ridley se leva brusquement. « Eh bien, pour ma part, je ne resterai pas ici à avoir peur des fantômes ou des pasteurs. Je rentrerai chez moi avant la tombée de la nuit. Bien sûr, dit gentiment mademoiselle Marple, mais je soupçonne que l'obscurité ne tardera pas à suivre. » Madame Price Ridley hésita, jetant un nouveau coup d'œil vers le portrait, puis partit sans un mot. Ses pas s'éloignèrent dans le couloir irrégulier et rapide. Le colonel Melchett expira. « Je vais faire surveiller la maison cette nuit. Celui qui a orchestré tout cela est probablement encore dans les parages. » Mademoiselle Marple acquiesça doucement. « Oui, et qui que ce soit, colonel, j'imagine qu'il n'a pas fini ses invitations. » Le colonel eut l'air perplexe, mais elle ne lui donna pas d'explication. Son regard se porta à nouveau vers la fenêtre, où la pluie brouillait la vitre et déformait le reflet de la pièce. Dans ce miroir aquatique, son propre visage se confondait faiblement avec celui peint au-dessus de la cheminée. Deux observateurs regardant se dérouler la même tromperie silencieuse. Le reflet flou trembla lorsqu'une autre goutte coula sur la vitre. Mademoiselle Marple cligna des yeux une fois, comme pour libérer une pensée qui était devenue trop immobile. Le colonel Melchett donnait déjà des ordres discrets à Madame Drake, d'un ton vif mais pas méchant. Elle devait passer la nuit au presbytère, et la maison serait fermée à clé jusqu'au matin. La clé, dit-il, resterait en sa possession. Madame Drake semblait presque soulagée de la lui remettre. Lorsque la porte se referma derrière elle, le silence reprit délicatement ses droits. Le rythme régulier de la pluie comblait les silences entre les mots, et dans ce rythme, Mademoiselle Marple semblait entendre le village lui-même penser, dans un long battement de cœur inquiet et curieux. Les apparences avaient déjà changé au matin et l'histoire s'était multipliée. Melchett tapota légèrement la valise avec sa canne. Quelqu'un voulait qu'on la trouve. Quelqu'un voulait que le village croie qu'Henry Drayton était revenu ou avait été usurpé. Dans tous les cas, c'est du théâtre. Ou de la moralité déguisée en théâtre, dit doucement mademoiselle Marple. Il y a une différence. Il fronça les sourcils. « Comment ça ? Ça veut dire, répondit-elle, que certaines personnes jouent la comédie pour tromper les autres, d'autres pour les instruire. » Le colonel soupira. « Et de quel type pensez-vous qu'il s'agisse ? » ?»« Je n'ai pas encore décidé, dit-elle. Les deux peuvent être dangereux. » Ils sortirent ensemble sous la pluie. Le chemin menant au cimetière brillait sous leurs pieds, les pierres tombales étaient d'un gris uniforme. La rose blanche près de la fenêtre s'était effondrée sous son propre poids. Ses pétales éparpillés sur l'herbe comme les morceaux d'une lettre jamais envoyée. À mi-chemin dans l'allée, le vicaire apparut sous un grand parapluie, ses lunettes embuées par la bruine. « Ah, vous voilà. Madame Price Ridley a déjà commencé à répandre des rumeurs, prétendant qu'elle a échappé de justesse à une apparition. » Melchett eut un rire sinistre. « Si le village commence à parler de fantômes, nous aurons une émeute à l'office du soir. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. La peur préfère souvent le surnaturel à l'ordinaire. C'est tellement plus simple. De retour au presbytère, la lumière de la lampe semblait indécemment vive. Madame Clement se précipita vers eux, l'air à la fois inquiet et fasciné. « Alors, y avait-il quelqu'un ?»« Oui, répondit Melchett, et cette personne est partie précipitamment. » Mademoiselle Marple accepta une tasse de thé, mais ne la but pas. Les dispositions étaient trop précises pour être une farce. Celui qui a planifié cela souhaitait nous observer. Je pense plutôt qu'il a réussi. Madame Clement frissonna. « Oh mon Dieu, vous ne croyez pas que nous étions surveillés ? » « Je crois, dit mademoiselle Marple, que la 4e tasse n'a pas été versée pour rien. » Melchett se frotta le menton. « Vous pensez que cette personne était dans la maison pendant que nous y étions ? » « Je pense, répondit-elle, que les apparences sont comme des fenêtres dans la pluie, déformées, mais révélatrices si l'on regarde attentivement. » Le colonel la fixa du regard. « C'est de la philosophie, pas une preuve. »« C'est vrai, dit-elle doucement, mais la philosophie arrive souvent là où les preuves n'ont pas encore pris la peine de chercher. » Il esquissa un demi-sourire malgré lui. « Très bien. Que vous dit votre philosophie maintenant ? Que celui qui a rédigé ces invitations sait précisément comment les gens se comportent lorsqu'ils sont confrontés à un mystère.
Il a compté sur la curiosité et sur la conscience. Le vicaire retira ses lunettes et les nettoya d'une main tremblante. Henry Drayton faisait beaucoup parler de lui, vous savez. Quand il a disparu, certains ont dit qu'il avait perdu la foi, d'autres qu'il avait été renvoyé en disgrâce. Mais cela n'a jamais été prouvé. Mademoiselle Marple acquiesça. La disgrâce a tendance à s'estomper commodément quand personne ne peut être tenu pour responsable. Madame Clément eut l'air bouleversée. « Vous voulez dire un scandale ?»« Ma chère, dit doucement mademoiselle Marple, dans un village, le scandale n'est que le nom local donné à la mémoire. » Ils parlèrent peu après cela. Melchett prit des dispositions pour qu'un agent de police garde le vieux presbytère pendant la nuit. Une fois toutes les questions pratiques réglées, il s'attarda un instant à la porte. « Vous resterez à l'écart de cet endroit pour l'instant, mademoiselle Marple. Jusqu'à ce que nous en sachions plus ?» Elle sourit, l'air légèrement ironique. « Je m'en tiendrai aussi éloigné que la nature humaine le permet. » Une fois qu'il fut parti, elle resta près de la fenêtre, observant la faible lueur provenant du clocher de l'église. Quelque part au-delà se trouvait le presbytère, désormais plongé dans l'obscurité, mais encore animé par les vestiges d'une intention. La pluie s'adoucit en une brume, estompant les contours et transformant les formes en silhouettes. Derrière elle, l'horloge sonna 9 heures. Elle retourna lentement à Danemede, son parapluie replié, l'air chargé de l'odeur de la terre humide et du lilas. À l'intérieur, le salon l'accueillit avec une familiarité tranquille. Un petit feu, une tasse de thé attendant depuis le matin, et une seule enveloppe posée là où elle n'aurait pas dû se trouver. Son pouls ne s'accéléra pas, mais son souffle se calma. L'écriture était la même que précédemment. Elle s'assit, l'ouvrit calmement et lut Mademoiselle Marple. « La vérité n'attendra pas les dignes. Rendez-vous à l'église à l'aube, seul. » Il n'y avait pas de signature cette fois-ci, seulement un pétale de violette pressé à l'intérieur, fané, sans parfum, mais précis. Elle l'examina attentivement, remarquant que ses bords avaient laissé une légère empreinte sur le papier, comme la trace d'un parfum disparu. Dehors, un renard aboya une fois à travers les champs. Le son porta étrangement dans l'air humide, solitaire, délibéré, presque humain. Mademoiselle Marple posa la lettre à côté de la première invitation. « Ainsi, murmura-t-elle dans le silence, notre correspondant devient plus audacieux ou plus désespéré. » L'horloge tic-taquait, marquant chaque seconde avec la douce patience de l'habitude. Elle croisa les mains sur ses genoux et réfléchit au schéma qui se dessinait. 3 invitations, chacune liant les vivants au souvenir des morts. Quelque part entre la civilité et la cruauté, quelqu'un donnait une leçon. Elle se leva pour tirer les rideaux. Dans le reflet de la vitre, son visage apparaissait légèrement dédoublé. L'un net, l'autre flou à cause de la pluie. À l'aube, la pluie s'était transformée en un murmure, une légère brume s'élevant au-dessus des jardins et dérivant dans les ruelles, comme le souffle d'un village endormi. Mademoiselle Marple se déplaçait tranquillement dans sa chambre, sans se presser mais avec détermination. Elle avait épinglé son châle, enfilé ses gants et pris son parapluie, bien qu'il ne fût pas nécessaire, par habitude. Le simple fait de se préparer avait quelque chose qui apaisait l'esprit. Elle sortit juste au moment où la cloche de l'église sonnait 6 heures, son son étouffé par le brouillard. Le chemin menant à St. Mary's serpentait entre des haies scintillantes de rosée. La lumière matinale semblait incolore, comme si le monde était indécis quant à la journée qu'il allait devenir. La porte de l'église était entr'ouverte. À l'intérieur, l'air sentait la cire de bougie et la pierre froide. Une lampe brûlait encore devant l'autel, sa lueur tremblant faiblement. Miss Marple avança dans l'allée d'un pas calme et mesuré. Ses yeux, habitués à la pénombre, distinguèrent la silhouette d'une personne assise sur le banc de devant. Ce n'était pas un ecclésiastique, mais une femme vêtue d'un manteau simple, le chapeau légèrement de travers, l'image même d'une personne peu habituée à la prière, mais contrainte de s'asseoir dans son ombre. « Bonjour, » dit doucement mademoiselle Marple. La femme se retourna. C'était madame Drake. Son visage était tendu, ses yeux rougis. « Oh, mademoiselle Marple, je ne savais pas si vous viendriez. »« J'ai été invitée, » répondit mademoiselle Marple. « Et vous ?» La gouvernante hésita. « J'ai trouvé ceci sous ma porte ce matin, la même écriture. On m'a dit que je devais rencontrer quelqu'un ici qui pourrait tout m'expliquer. Je n'en ai pas parlé au colonel, j'avais peur qu'il pense que j'étais devenue folle. » Mademoiselle Marple s'assit à côté d'elle. « Les gens deviennent rarement fous, madame Drake. Ils commencent simplement à voir ce que les autres choisissent d'ignorer. » De l'extérieur parvint le faible grondement d'une voiture, puis le silence.
Mademoiselle Marple tourna légèrement la tête, avec l'instinct de quelqu'un qui écoute autant avec son esprit qu'avec ses oreilles. « Vous n'avez pas eu d'autres visiteurs depuis hier ?»« Non, madame. » Seulement madame Drake hésita. « J'ai cru entendre quelqu'un dans le jardin tard hier soir. Des pas, peut-être. Je me suis dit que c'était la pluie. Parfois, la pluie dit la vérité plus gentiment que les gens, dit mademoiselle Marple. » Avant que madame Drake n'ait pu répondre, la porte de la sacristie grinça. Le colonel Melchett entra, son manteau luisant d'humidité. Il semblait plus irrité que surpris. « Mademoiselle Marple, j'aurais dû m'en douter. Vous avez reçu un autre mot. »« En effet, dit-elle aimablement. Notre correspondant anonyme semble apprécier les offices matinaux. » Son expression s'adoucit malgré lui. « Je suis venu dès que le policier m'a appelé. Il a trouvé une lumière allumée ici juste après l'aube et a trouvé cela étrange. Il semble maintenant que nous ayons réuni toute la congrégation. Seulement 2 membres, murmura mademoiselle Marple, mais peut-être suffisant pour une révélation ou une répétition. » Melchett fronça les sourcils en scrutant les bancs. L'église était fermée à clé hier soir. Lake jure qu'il avait la clé. « Alors soit quelqu'un l'a empruntée, dit mademoiselle Marple, soit certaines portes s'ouvrent plus facilement à la mémoire qu'aux serrures. » Il s'apprêtait à répliquer lorsque madame Drake eut le souffle coupé. Son regard était fixé sur la balustrade de l'autel. Quelque chose brillait là, un petit objet à moitié caché sous le tissu. Melchett s'avança et le souleva avec précaution. C'était une croix en argent, démodée et légèrement ternie, dont la chaîne était cassée nette. « Je l'ai déjà vue, » murmura madame Drake. Elle était accrochée dans le bureau du presbytère. Elle appartenait au révérend Drayton. Elle avait disparu lorsque la maison a été vidée. Mademoiselle Marple se leva et s'approcha de l'autel. Ses yeux suivirent la légère trace d'humidité sur le sol en pierre, des empreintes de pas qui se dissolvaient à mesure qu'il les regardait. « Notre visiteur a un sens aigu du drame, » dit-elle doucement. « Il comprend l'importance de la mise en scène. » Melchett retourna la croix dans sa main. « Vous pensez qu'elle a cela été placée là ?» Je pense que mademoiselle Marple a répondu qu'elle avait été remise à sa place. Le bruit de la porte de l'église qui s'ouvrait les fit tous se retourner. Un homme entra, grand, vêtu d'un imperméable boutonné, le chapeau rabattu sur les yeux. Ses traits étaient maints et masqués, mais sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était calme et manifestement cultivée. « Pardonnez-moi, dit-il, je ne voulais pas m'imposer. »« Alors pourquoi l'avez-vous fait ?» demanda Melchett. L'homme marqua une pause et retira son chapeau. Son visage était pâle, marqué de rides profondes, inconnues. « Parce que cela me concerne, dit-il. Les invitations, la maison, tout cela. Je suis le fils d'Henry Drayton. » Le silence qui suivit fut si complet qu'on pouvait entendre le faible sifflement de la flamme de la lampe. Madame Drake se couvrit la bouche. « Mais il n'y a jamais eu de fils. » Le regard de l'homme se fixa sur elle. « Non, Madame Drake, il n'y en avait pas, du moins pas un reconnu. Ma mère servait au presbytère. J'ai grandi en entendant des chuchotements, en voyant des lettres auxquelles il ne répondait jamais. Je pensais que le passé était enterré jusqu'à ce que je revienne et que je trouve ce qu'il en restait. » Le ton de Melchett était prudent. « Vous avez organisé les invitations ? » ?»« Oui. »« À ceux qui ont contribué à l'enterrer, non pas dans la terre, mais dans le silence. » Ces mots pesaient lourd. L'expression de mademoiselle Marple restait sereine, même si ses yeux se plissaient légèrement. « Vous vouliez donc confronter, et non tromper ? » ?»« Confrontation, oui, mais cela est allé plus loin que je ne le souhaitais. Quelqu'un d'autre en a profité. Il manque des lettres dans le coffre de ma mère, et l'une d'elles... » Il s'interrompit, serrant les mâchoires. « L'une d'elles vous était adressée, mademoiselle Marple. À moi ?» Son ton était empreint d'une légère curiosité, sans surprise. « Oui, ma mère a travaillé à Danemide, avant votre retour au village. Elle avait une haute opinion de vous. Elle disait que vous voyiez ce que les autres refusèrent de voir. » Il hésita. Je pense qu'elle le disait avec bienveillance. Mademoiselle Marple inclina la tête. « Je n'en doute pas. » Melchett intervint. « Si vous avez l'intention de vous confesser, monsieur Drayton, je vous suggère de le faire officiellement. Ce n'est pas une performance, colonel, c'est une restitution. » Le regard de mademoiselle Marple se porta à nouveau vers l'autel. La restitution peut être une vocation dangereuse. Elle incite à croire que la fin justifie le souvenir. Il soutint son regard. Peut-être. Mais ce souvenir n'est pas seulement le mien. Une rafale de vent poussa la porte de l'église, la faisant grincer sur ses gonds. Pendant un bref instant, la flamme de la lampe de l'autel vacilla. Lorsqu'elle se stabilisa à nouveau, l'expression de l'homme avait changé, s'était adoucie, ou peut-être durcie pour devenir tout autre chose. Puis, mademoiselle Marple dit doucement : «
Nous devons espérer que les morts sont aussi indulgents que les vivants prétendent l'être. Le bruit de la pluie reprit, plus fort maintenant, remplissant l'église comme un souffle après une confession. La main du colonel Melchett se referma sur la croix en argent. Il regarda tour à tour mademoiselle Marple et l'homme, ne sachant pas lequel des deux détenait la plus grande vérité. Le colonel Melchett resta immobile, la croix en argent brillant dans sa paume. Le faible écho de sa propre voix, une question jamais tout à fait prononcée, semblait flotter entre eux. Dehors, la pluie s'intensifiait, formant un rideau continu qui brouillait les fenêtres et étouffait le monde au-delà des murs de l'église. Mademoiselle Marple regarda l'homme qui se disait être le fils d'Henry Drayton. Son sang-froid était précis, presque étudié, celui d'une personne qui s'attendait à être mise en doute et qui avait répété ses réponses. Elle vit le tremblement au coin de sa bouche lorsque la main de Melchett se referma sur la croix. « Vous avez un but dans tout cela, dit-elle doucement. Mais je me demande s'il a commencé par la vérité ou s'il s'est terminé par elle. » Il esquissa un léger sourire. « Peut-être les deux, ou ni l'un ni l'autre. Mon père a laissé plus d'un héritage, mademoiselle Marple. Je suis seulement venu le découvrir. » Madame Drake s'agrippa au banc devant elle. « Le découvrir? Vous voulez dire le scandale, n'est-ce pas? C'est toujours la même chose avec les morts, ils ne peuvent pas se défendre. » Son ton se fit plus vif. Mon père n'avait de compte à rendre à personne de son vivant. Il est temps qu'il le fasse maintenant. Melchett intervint, à bout de patience. « Ça suffit. Vous viendrez au commissariat pour faire une déposition. S'il y a quoi que ce soit qui puisse prouver votre histoire, nous le vérifierons. » Drayton inclina la tête avec un calme qui frôlait l'insolence. « Bien sûr, colonel, je m'y attendais. » Les yeux de mademoiselle Marple le suivirent alors qu'il se dirigeait vers la porte. « Vous verrez, dit-elle doucement, que la vérité était moins une question de preuve que de proportion. » Il s'arrêta, croisa son regard et, pour la première fois, hésita. Puis il partit, la lourde porte se refermant derrière lui avec un bruit qui ressemblait étrangement à un soupir. Le silence qui suivit était pesant. Madame Drake pressa son mouchoir contre ses lèvres. « Pensez-vous qu'il est celui qu'il prétend être, madame ?»« Je pense, répondit mademoiselle Marple, qu'il croit l'être. C'est parfois la certitude la plus dangereuse. » Melchett se frotta le front. « Je vais envoyer des dossiers depuis Londres. S'il est authentique, il y aura quelque chose. Naissance, école, armée peut-être. Sinon, c'est un menteur habile. » Le regard de mademoiselle Marple revint vers la balustrade de l'autel. « L'intelligence n'a pas grand-chose à voir là-dedans, je pense. Un menteur convaincu paraîtra toujours sincère. Ce sont ceux qui se trompent eux-mêmes qui m'inquiètent le plus. Ils font du mal sans le vouloir. » Madame Drake expira bruyamment. « Et les invitations, madame? S'il les a écrites, pourquoi le faites-vous? Au vicaire? À madame Price Ridley? Les morts sont souvent mieux jugés par leur congrégation, dit mademoiselle Marple. Peut-être voulait-il mesurer ce qui restait de la réputation de son père. » Melchett rangea soigneusement la croix dans sa poche. Il est difficile de distinguer la réputation de la vengeance. Ils sortirent ensemble dans la matinée. La pluie s'était calmée, mais la brume persistait, adoucissant les contours des pierres tombales et des haies. Le village était plongé dans le silence, comme s'il feignait de ne pas remarquer sa propre curiosité. Même à cette heure matinale, un ou deux rideaux bougeaient discrètement. St. Mary Mead ne dormait jamais pendant les scandales. Il se contentait d'écouter en silence. À la porte du cimetière, madame Drake s'arrêta. « Je vais rentrer chez moi, madame. Je ne peux plus supporter cela une seconde de plus. Cet homme m'a regardé comme si j'avais fait quelque chose d'horrible. » Mademoiselle Marple posa doucement sa main sur son bras. « Parfois, les gens nous regardent ainsi parce que nous leur rappelons ce qu'ils ont fait, et non ce que nous avons fait. » La femme eut un léger sanglot et s'éloigna précipitamment dans la brume. Melchett la regarda partir. Pauvre créature, à moitié effrayée, à moitié coupable. Ce n'est pas de la culpabilité, colonel, juste un souvenir. Elle a vécu trop longtemps dans l'ombre des autres. Il grogna. « Et vous ? » « Je préfère la lumière du soleil, dit-elle simplement, mais j'ai appris à mieux voir dans l'ombre. » Ils se séparèrent au carrefour, Melchett se dirigeant vers la gare, mademoiselle Marple vers Danemede. La brume se dissipait peu à peu, révélant les haies bien taillées et les premiers mouvements du matin. Pourtant, alors qu'elle approchait de son portail, elle remarqua quelque chose qui la fit s'arrêter. Les bouteilles de lait se trouvaient à leur place habituelle, brillant faiblement, mais à côté d'elle se trouvait un papier plié scellé de la même couleur ivoire qu'auparavant. Elle se baissa, le ramassa et brisa le seau. À l'intérieur se trouvait une seule phrase, écrite dans la même écriture élégante. « Celle qui garde le silence en sait plus qu'elle ne le devrait. »
Il n'y avait pas de signature. Mademoiselle Marple leva les yeux. De l'autre côté de la ruelle, les rideaux de Madame Price Ridley bougèrent à nouveau. Derrière la dentelle, le contour flou de son visage apparut, immobile, attentif. Puis le rideau retomba à sa place. Mademoiselle Marple relut la note, puis l'emporta à l'intérieur et la posa à côté des autres sur son bureau. 3 lettres maintenant, chacune faisant écho à la même voix invisible. Elle se servit une petite tasse de thé et s'assit, les yeux mi-clos. Les apparences, pensa-t-elle, étaient un peu comme l'écriture, individuelle, révélatrice, mais rarement la vérité tout entière. Et à St. Mary Mead, la vérité était la seule chose dont tout le monde parlait, mais que personne ne voulait vraiment entendre. Dehors, la cloche de l'église commença à sonner le quart d'heure, et dans cette brève pause entre les coups, elle l'entendit à nouveau, le son très faible de pas s'éloignant dans la ruelle. Le rythme doux des pas resta longtemps dans l'esprit de Mademoiselle Marple, bien après que le son lui-même se fût évanoui. Elle resta immobile, sa tasse de thé refroidissant à côté d'elle, écoutant non pas ce qui était présent, mais ce qui était absent, le silence qui suit l'observation. Quelque part au-delà de sa haie, un portail cliqueta. C'était un petit bruit, mais délibéré, du genre qui laisse une question en suspens dans l'air du matin. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ruelle était vide, à l'exception du chariot de lait qui tournait au coin de la rue et d'une silhouette solitaire qui s'éloignait au loin, son parapluie soigneusement glissé sous le bras, malgré le temps qui s'éclaircissait. Elle remarqua d'abord sa posture, droite, prudente, sans précipitation. Il y avait en elle une sorte de détermination, comme si la marche elle-même faisait partie d'un rituel privé. La silhouette disparut au détour du cimetière. Mademoiselle Marple tira le rideau et se rassit. Les 3 lettres étaient posées côte à côte, comme 3 complices. Chacune était arrivée avec précision, chacune avait un léger poids moral, et chacune avait choisi son destinataire avec une intimité troublante. De telles choses, réfléchit-elle, résultaient rarement d'un caprice. Elles avaient été composées, planifiées avec la retenue de quelqu'un qui comprenait la valeur d'une demi-vérité dite au bon moment. Ces réflexions furent interrompues par un coup sec à la porte. Sans attendre d'y être invitée, celle-ci s'ouvrit pour laisser apparaître Madame Price Ridley, enveloppée dans un châle mauve et pleine d'importance. « Ma chère Mademoiselle Marple, j'espère ne pas vous déranger, annonça-t-elle, ce qui était bien sûr sa méthode préférée pour s'imposer. Vous avez sûrement déjà entendu les rumeurs, à propos de cet homme affreux qui prétend être le fils du pauvre révérend Drayton. Je disais justement à Madame Bantry ce matin qu'il fallait se méfier des aventuriers. » Mademoiselle Marple versa le thé avec l'air de quelqu'un habitué aux petites tempêtes. « Les aventuriers peuvent être très instructifs, Madame Price Ridley. Ils révèlent souvent comment nous nous comporterions tous si la carte de notre respectabilité était redessinée. » Madame Price Ridley fronça les sourcils, ne sachant trop si elle devait s'offusquer. « Eh bien, je pense que le colonel aurait dû l'arrêter sans hésiter. Tout cela est tellement théâtral. Les lettres, les invitations, les églises à l'aube. C'est tout à fait indécent. Et cette pauvre Madame Drake, quelle nervosité! Je parierais qu'elle est impliquée d'une manière ou d'une autre. Les gouvernantes le sont toujours. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Je ne dirais pas que le fait de nettoyer la maison de quelqu'un d'autre qualifie une personne pour un complot. » Sa visiteuse renifla. « Vous pouvez adopter un point de vue charitable, ma chère, mais je l'ai vu de mes propres yeux parler à cet homme hier soir, près de la poste. Il chuchotait, comme s'il complotait quelque chose. « Vraiment, » murmura Mademoiselle Marple. « Elle chuchotait, dis-tu ? Oui, même si je n'ai bien sûr pas écouté aux portes. » Elle hésita, puis ajouta d'un ton guindé, sans dépasser les limites de la décence. Mademoiselle Marple inclina la tête. Il faut toujours respecter les limites tout en les repoussant doucement, si nécessaire. Cette remarque échappa complètement à Madame Price Ridley. Elle prit une autre gorgée de thé, pinça les lèvres et se pencha en avant. « Entre nous, ma chère, je n'ai jamais cru à cette histoire de mort du recteur en mer. Aucun témoin, aucun corps, et si vous me permettez l'expression, une certaine inconvenance entourant ces affaires. Mon défunt mari avait un jour fait remarquer que les sermons de Drayton étaient beaucoup trop modernes. Oui, dit doucement Mademoiselle Marple. La modernité dissimule souvent la culpabilité sous le langage du progrès. Madame Price Ridley acquiesça solennellement, sans être tout à fait sûre de ce que cela signifiait, mais approuvant le ton de la remarque. Exactement. Et maintenant, ce fils apparaît de nulle part, et on attend de nous que nous l'acceptions. Mademoiselle Marple baissa les yeux vers sa tasse de thé.
L'acceptation peut être plus dangereuse que l'incrédulité, Madame Price Ridley. Elle demande moins d'imagination. À ce moment-là, on frappa à nouveau à la porte, plus fort cette fois, d'un ton officiel. Le colonel Melchett entra, chapeau à la main, l'air contrarié. « Bonjour, mademoiselle Marple. Et Madame Price Ridley, ajouta-t-il sans chercher à paraître enthousiaste. Je viens de la gare. Notre visiteur, M. Drayton, comme il se fait appeler, a disparu. Il est parti avant que je puisse vérifier un seul mot. » Madame Price Ridley eut le souffle coupé. « Disparu. Vous voyez, mademoiselle Marple, je vous l'avais dit. C'est un criminel depuis le début. »« Pas criminel, dit Melchett d'un ton sec. Calculateur. Il a laissé une valise à l'auberge qui ne contenait que des enveloppes vierges et de la cire à cacheter. Et une note qui m'était adressée. La vérité a plusieurs portes. Je n'en ai ouvert qu'une seule. » Mademoiselle Marple posa sa tasse. « Ah, alors il veut que nous ouvrions les autres. »« Nous ?» Melchett la regarda d'un air sévère. « Vous voulez dire vous-même, je suppose. Je veux dire ceux qui sont déjà impliqués. Celui qui a écrit la première invitation connaît le schéma. 3 appels, 3 réponses. La dernière ne sera pas écrite par lui. Madame Price Ridley pâlit. « Vous ne voulez pas dire une autre lettre ?»« Je pense plutôt que oui, dit Miss Marple. Mais toutes les lettres ne viennent pas par la poste. » Melchett soupira. « Vous allez me rendre fou, mademoiselle Marple. Ne dites-vous jamais rien clairement ?»« La clarté, dit-elle doucement, est souvent le moyen le plus sûr d'occulter la vérité. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir quand on leur dit les choses pour trop clairement. » Il la regarda un instant, puis acquiesça à contre-cœur. « Très bien. Gardez les yeux ouverts. Et si une autre lettre arrive, apportez-la moi immédiatement. » Une fois qu'il fut parti, Madame Price Ridley rassembla son châle de manière théâtrale. « Je verrouillerai mes portes ce soir. Si nous devons être assassinés dans notre lit, au moins je le ferai proprement. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Laissez une fenêtre ouverte, ma chère. L'air frais décourage les mauvaises intentions. » Lorsque la porte se referma enfin derrière son visiteur, Mademoiselle Marple se leva, se dirigea vers son bureau et rapprocha à nouveau les 3 lettres. L'encre scintillait faiblement là où la lumière la frappait. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans cette écriture, élégante, certes, mais avec une retenue qui appartenait à quelqu'un formé à copier plutôt qu'à créer. Elle se pencha pour suivre une courbe du bout du doigt, puis s'interrompit, l'air pensif. Dehors, le bruit du retour de la charrette postale rompit le silence, suivi d'un seul coup sec sur le poteau du portail. Le coup sur le poteau du portail se répéta, ferme, précis, sans précipitation. Mademoiselle Marple tourna légèrement la tête, son crayon suspendu au-dessus de la lettre qu'elle examinait. Elle attendit un instant, puis se leva et se dirigea vers la fenêtre. La charrette postale était garée dehors, mais ce n'était pas le garçon habituel qui tenait les rênes. À sa place, une femme grande et posée, peut-être au début de la quarantaine, descendait de cheval, un petit paquet à la main. Elle leva les yeux au moment où mademoiselle Marple ouvrait la porte. « Bonjour, dit l'inconnu d'un ton aimable. « Excusez-moi de venir si tôt. On m'a dit que c'était ici, Danny la résidence de mademoiselle Marple. »« C'est bien cela, répondit mademoiselle Marple. « Et vous, je pense, n'êtes pas notre facteur habituel. » Un sourire fugace et discret apparut sur ses lèvres. « Non, je m'appelle mademoiselle Felton. Je suis postière temporaire. Le garçon est tombé malade, et je le remplace pendant quelques jours. Vous avez un petit colis à venir chercher. Il a été traité de manière spéciale. » Mademoiselle Marple accepta le colis. Il était emballé, dans du papier brun, soigneusement ficelé, et l'écriture sur l'étiquette était identique à celle des 3 autres lettres. « Quelle attention !» murmura-t-elle. « Et quelle coïncidence gênante !» Mademoiselle Felton hésita. « Si vous me permettez cette remarque, cela a causé un petit remous au bureau. Il n'a pas été posté par les voies normales. Il a été déposé au guichet juste avant l'ouverture, sans adresse de retour. Étrange, cela. »« Les choses étranges sont rarement accidentelles, » dit mademoiselle Marple. « Puis-je vous offrir une tasse de thé avant que vous ne repartiez ?» La femme sourit à nouveau, poliment mais prudemment. « Une autre fois, peut-être. Nous avons eu une matinée chargée avec les télégrammes. Bonne journée, mademoiselle Marple. » Une fois la femme partie, mademoiselle Marple apporta le colis à son bureau et défit le nœud avec délicatesse. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, vieille, au vernis terni, avec un fermoir en laiton oxydé. Elle souleva lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait une seule page pliée et une petite clé attachée à un ruban rouge décoloré.
Le métal de la clé était usé, et 2 initiales, HD, étaient gravées sur sa tête. La note en dessous ne comportait aucune formule de politesse, seulement quelques lignes succinctes. La dernière porte t'attend à l'endroit où les vœux ont été rompus. N'amène personne. Mademoiselle Marple se cala dans son fauteuil, plissant légèrement les yeux. Les mots étaient succincts, mais leur rythme leur conférait une emphase délibérée, comme une parabole morale. Les vœux étaient une affaire sérieuse à St. Mary Mead, le mariage, la foi, le devoir, tous liés par le même langage de promesse. Les rompre, c'était s'exposer au jugement, se souvenir d'eux, au danger. Des pas légers sur le gravier à l'extérieur annoncèrent un visiteur avant que la sonnette ne retentisse. Mademoiselle Marple remit la note à sa place et ouvrit la porte pour retrouver le colonel Melchett, l'air fatigué et trempé par la pluie. « Je suis désolé de vous déranger, dit-il, mais il y a eu un développement. Madame Drake a disparu. » Disparu. Le ton de Mademoiselle Marple était calme, même si sa main s'attardait sur le dossier de la chaise. Depuis quand? Depuis hier soir. Sa logeuse pensait qu'elle était allée chercher de l'aide au presbytère, mais elle n'est jamais arrivée. Sa chambre est en parfait état, à l'exception de son manteau et de son sac à main qui ont disparu. Aucune trace depuis. « Ah, dit doucement Mademoiselle Marple, le schéma se complète. » Melchett fronça les sourcils. « Quel schéma ?» Les invitations commençaient par les vivants et se terminaient par les absents. Cela devait forcément revenir à l'absence. Il lui lança un regard perplexe, mais n'insista pas. « Si vous avez reçu une autre lettre, Mademoiselle Marple, et je parie que c'est le cas, veuillez me le dire. » Elle réfléchit un instant, puis lui tendit la boîte en bois. « Il semble que notre correspondant aime la variété. » Il examina la boîte et la note en sifflant doucement. Encore le vieux presbytère? Peut-être. Ou peut-être pas. L'endroit où les vœux ont été rompus pourrait désigner l'église, ou un lieu beaucoup moins sacré. Que voulez-vous dire? Le mariage, colonel. La trahison laisse plus de ruines que le temps ne pourrait jamais en laisser. Il la regarda d'un air sévère. Vous pensez que Madame Drake était mariée à Drayton? Je pense qu'elle lui était dévouée de manière bien pire. Melchett mit la clé dans sa poche. Alors je vais d'abord faire fouiller l'église. Non, dit calmement Mademoiselle Marple. Si c'est vraiment la fin, cela ne se passera pas dans un lieu de culte. Cela se passera là où la foi échoue. L'expression de Melchett s'assombrit. Le presbytère, alors. Silence. Quand ils y arrivèrent, la pluie était revenue, frappant le lierre avec un léger sifflement métallique. Le policier posté à l'extérieur s'avança immédiatement. « Nous avons entendu du bruit à l'intérieur, monsieur, mais la porte est verrouillée. » Melchett tourna la clé que Mademoiselle Marple avait apportée. Elle s'enfonça avec une facilité déconcertante. La porte s'ouvrit sur un silence plus épais que l'air. Des lampes brûlaient faiblement dans les couloirs. Quelqu'un les avait allumées récemment. Sur la table se trouvait une seule tasse à thé, dont le bord était taché de rouge à lèvres. Miss Marple s'en approcha lentement. Un léger parfum de violette flottait sur la porcelaine. « Madame Drake était ici, dit-elle doucement, mais elle n'est pas venue de son plein gré. » Melchett scruta la pièce. « Il n'y a aucun signe de lutte. »« Il y en a rarement, murmura-t-elle. La violence dans les villages porte des gants. » Ils se dirigèrent vers le salon. Le portrait d'Henry Drayton était toujours au-dessus de la cheminée, ses yeux peints brillants à la lumière de la lampe. Sur le sol, sous le portrait, gisait un bout de papier plié, emporté par un courant d'air. Melchett se baissa pour le ramasser. L'écriture était la même, précise, sans tremblement. L'un a été fidèle, l'autre a menti, le troisième ne parlera plus. Ces mots semblèrent te vider la pièce de toute couleur. Melchett jura entre ses dents. « C'est une menace. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Non, colonel, c'est une comptabilité. » Son regard se posa sur le portrait. L'expression du visage peint, autrefois sereine, semblait maintenant légèrement triste. La lumière de la lampe bougea, et dans le mouvement de l'ombre sur le mur, elle crut voir, de manière absurde mais certaine, la silhouette d'une autre personne, grande, qui observait, puis disparut. « Verrouillez la porte derrière nous, » dit-elle doucement. « Celui qui a écrit cette note n'en a pas fini, et je pense que la vérité non plus. » La clé tourna dans un clic étouffé, scellant le presbytère derrière eux. Le colonel Melchett la mit dans sa poche d'un air sombre, son expression indéchiffrable sous la lumière, vacillante de la lampe. La tempête était revenue en force, le vent frappant les vieux murs avec une insistance incessante. Mademoiselle Marple s'attarda un instant dans le hall, les yeux suivant la lente danse des ombres projetées par les lampes. « Celui qui a allumé ces lampes, dit-elle doucement, voulait que la scène soit découverte, pas dissimulée.
Une invitation, une fois de plus. Melchett acquiesça sèchement. Et cette fois, c'est allé trop loin. Je ferai venir tous les agents du comté avant la tombée de la nuit. Ce serait judicieux, dit-elle, si nous avions affaire à quelqu'un qui craint d'être découvert. Mais ce n'est pas le cas. Son ton le fit s'arrêter. Vous pensez qu'ils ont l'intention de se montrer ? Je pense qu'ils l'ont déjà fait, répondit-elle. Nous avons simplement confondu confession et civilité. Il fronça les sourcils, mais la suivit dans le salon. L'air était chargé de l'odeur des bougies éteintes et du tissu humide. La 4e tasse de thé avait été légèrement déplacée par rapport à l'endroit où elle se trouvait la veille. Mademoiselle Marple se pencha pour examiner la petite trace d'humidité qu'elle avait laissée. « Fraîche », murmura-t-elle. Depuis moins d'1 heure, Melchett jura doucement. « Alors quelqu'un était ici avant notre arrivée. »« Oui, dit-elle en se redressant. « Et ils reviendront. Cette maison n'est plus une cachette, colonel, c'est une scène. » La remarque resta en suspens entre eux, tandis que le tonnerre grondait au-dessus de leur tête. Melchett se dirigea vers le bureau, où le secrétaire était ouvert. Plusieurs tiroirs avaient été fouillés, des papiers éparpillés dans un désordre trop ordonné pour être le fruit du hasard. « Celui qui a fait ça savait ce qu'il voulait, » dit-il. « Ou ce qu'il voulait nous faire croire qu'il voulait, » répondit mademoiselle Marple. Son regard se posa sur les objets qui se trouvèrent sur le bureau. Un flacon d'encre, un stylo à plumes, une seule enveloppe non ouverte. Elle la souleva délicatement. L'écriture était identique à celle des autres, mais le papier était différent, plus fin, plus ancien, du genre de celui utilisé pour la correspondance privée. Elle était adressée à Henry Drayton. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 20 ans auparavant. L'encre avait légèrement bruni, mais les mots restaient lisibles. « Mon cher Henry, si tu insistes pour mettre fin à cette farce, alors fais-le proprement. Les promesses ne s'enfouissent pas aussi facilement que les gens. » Idie Melchett lut par-dessus son épaule. « Idie ? Eleanor Drayton, dit-elle doucement. Sa femme. » Le colonel la fixa du regard. « Alors elle savait ? Plus qu'elle ne l'admettait, je suppose. Et peut-être que quelqu'un d'autre l'avait appris. Quelqu'un qui avait hérité davantage de son amertume que de son sang. » Il expira. « Le fils ?» Mademoiselle Marple secoua la tête. « Pas nécessairement. L'illégitimité engendre le secret, colonel, pas la vengeance. Ceci, dit-elle en montrant la lettre, est l'œuvre de la conscience, pas de la rage. » Un bruit soudain retentit depuis l'entrée, un léger grattement, comme du tissu frottant contre du bois. Melchett se retourna brusquement, le revolver à la main, mais mademoiselle Marple leva la main. « Non, murmura-t-elle. Écoutez. » Le bruit se fit entendre à nouveau, faible mais insistant, provenant de la porte de la sacristie qui menait au jardin adjacent. Melchett traversa rapidement la pièce et l'ouvrit en grand. La nuit se pressait contre un mur de pluie et d'obscurité. Au-delà, le jardin s'étendait, à peine visible, le rosier blanc lumineux sous la brève lueur de l'éclair. À sa base, gisait quelque chose de petit et de pâle. Ils s'approchèrent. C'était un gant, de taille féminine, trempé, dont la doublure dégageait un léger parfum de violette. « Celui de Madame Drake », dit Melchett d'un ton sinistre. Le regard de mademoiselle Marple s'attarda sur le rosier. Plusieurs pétales étaient écrasés dans la boue, les tiges meurtries. « Les roses ont été taillées au printemps dernier, dit-elle distraitement. Et pourtant, celle-ci fleurit hors saison. Vous ne parlez pas de la plante, n'est-ce pas ? Non, dit-elle, de la culpabilité. Ils rapportèrent encore le gant à l'intérieur. Melchett le donna au policier qui était revenu à la porte, trempé et inquiet. Fouillez à nouveau le terrain, vérifiez le ruisseau derrière le jardin. Une fois qu'il fut parti, mademoiselle Marple s'affala dans l'un des fauteuils à dossier rigide près de la cheminée. Son expression était douce, presque lasse, mais son esprit tournait à toute vitesse. « Il y a 3 motifs en jeu, dit-elle. Des lettres pour l'invitation, des clés pour l'entrée, des fleurs pour le souvenir. Tous sont des symboles de choses gardées secrètes. L'amour, la confession, la mort. » Melchett croisa les bras. « Donc notre mystérieux auteur se considère comme un arbitre moral, et non comme un meurtrier. Peut-être les deux. Il est facile de croire que l'un justifie l'autre lorsque la justice devient personnelle. » Il se frotta la nuque. « Vous donnez l'impression que nous sommes à la recherche d'un sermon. »« Pas d'un sermon, colonel, dit-elle doucement. D'une leçon. » Le vent se leva à nouveau, faisant vibrer les fenêtres comme une main impatiente. Une seule bougie vacillait sur la cheminée. Pendant un instant, la flamme sembla se pencher vers le portrait d'Henry Drayton, avant de disparaître complètement. Les yeux de mademoiselle Marple suivirent le filet de fumée qui s'élevait.
Après tout, murmura-t-elle, les apparences sont rarement ce qu'elles semblent être. Melchett la regarda d'un air sévère. « Que voyez-vous, mademoiselle Marple ? Seulement ce que n'importe qui pourrait voir s'il cessait d'écouter ce qui est dit et commençait à voir ce qui manque. » Avant qu'il n'ait pu répondre, la voix du policier retentit depuis le jardin, urgente, haletante. « Monsieur, venez vite !» Ils se précipitèrent vers la porte. À travers le voile de pluie, le faisceau d'une lanterne vacillait près du ruisseau. Quelque chose de sombre s'était pris dans les roseaux, une forme trop immobile, trop silencieuse pour être vivante. Mademoiselle Marple se tenait sur le seuil, le visage éclairé par la lumière vacillante de l'orage, les yeux clairs et fixes, sans broncher. Le faisceau de la lanterne tremblait à la surface du ruisseau, se reflétant sur les roseaux glissants de pluie. Le colonel Melchett s'avança, les bottes enfoncées dans la boue, tandis que le policier stabilisait la lumière. Le courant murmurait au-dessus de l'obstacle, un tissu pâle contre l'eau sombre. Il se pencha, le souleva doucement, et le corps se retourna, le visage vers le haut, les yeux fermés, les traits calmes dans la lueur froide de la lampe. Madame Drake. Melchett serra les mâchoires. « Allez chercher le docteur Haydock, ordonna-t-il calmement. Et le sergent Lake. Pas de bruit, pas de foule. » Le policier acquiesça et partit en courant, ses bottes éclaboussant le chemin qui menait au village. Mademoiselle Marple resta où elle était, sous les branches arquées, son parapluie incliné inutilement contre la pluie. Elle observa le corps immobile avec une sorte de tendresse lasse. Il n'y avait aucune trace de violence sur le visage, seulement de la résignation. La mort, lorsqu'elle avait un but, criait rarement. Elle murmurait ses conclusions et laissait aux autres le soin de les interpréter. Melchett se redressa. « Aucune marque, aucune lutte, » dit-il d'un ton sinistre. « Soit elle s'est noyée, soit on l'a placée ici après coup. » Le regard de mademoiselle Marple se porta sur la berge. La boue est remuée, mais il n'y a qu'une seule série d'empreintes. Elles entrent et ressortent. Il fronça les sourcils. Alors elle est venue ici seule, ou elle a été conduite. Il se retourna brusquement. « Vous pensez qu'elle a été assassinée ? Je pense qu'elle a été persuadée, dit doucement Miss Marple. Et la persuasion peut tuer aussi sûrement que la force. » Ils recouvrirent le corps avec le manteau de Melchett. La pluie se transforma en bruine, et la brume s'étendit au-dessus de l'eau, voilant tout sauf le faible reflet du vieux presbytère au loin. Ses fenêtres étaient désormais sombres, mais un rideau bougea légèrement, peut-être à cause du vent, peut-être à cause de quelqu'un qui observait. De retour à l'intérieur de la maison, la lumière de la lampe s'était estompée pour devenir d'un jaune maladif. Une horloge tic-taquait faiblement quelque part, comptant le temps avec une précision indifférente. Melchett s'essuya les mains sur un mouchoir, le visage impassible. « Pour moi, c'est un meurtre. J'appellerai Londres si je le dois. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Londres demandera des preuves. Tout ce que nous avons, ce sont des manières et des souvenirs. »« Des manières ?» répéta-t-il, incrédule. « Oui, dit-elle doucement, celles du village. Vous verrez que notre coupable les utilise comme une armure. » Il la fixa, du regard. « Vous voulez dire quelqu'un du coin ? Qui d'autre saurait précisément sur quelle corde jouer ? Les ragots, les convenances, le devoir. C'est la musique de cet endroit, colonel, et celui qui a rédigé ces invitations la joue avec talent. » La porte d'entrée grinça soudainement, et ils se retournèrent tous les deux. Une silhouette entra, grande, le chapeau dégoulinant, le col de son manteau relevé. C'était l'homme qui se faisait passer pour le fils d'Henry Drayton. Il s'arrêta sur le seuil, les yeux passant de Melchett à mademoiselle Marple, puis à la silhouette drapée dans un manteau près du feu. « Alors, dit-il doucement, vous l'avez trouvé. » Melchett s'avança. « Vous avez des explications à donner, Drayton. »« Où étiez-vous ce soir ?»« Au cimetière, répondit l'homme d'un ton calme. Je suis venu parce que j'ai reçu une lettre suite à ma dernière invitation. Elle disait que je trouverais la vérité ici. » Le ton de mademoiselle Marple était doux. Alors la vérité était plus ponctuelle que la plupart de ceux qui la recherchent. Il la regarda d'un air perçant. « Vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec ça ? Je pense que vous avez été utilisé, dit-elle. Et maintenant mis au rebut, l'expression de l'homme vacilla. Utilisé par qui ? Cela, répondit-elle, dépend de la personne en qui vous aviez le plus confiance. Melchett intervint brusquement. Nous réglerons cela au poste. Venez. Mais mademoiselle Marple leva la main. Attendez, laissez-le parler. Les mensonges sont très instructifs lorsqu'ils sont dits avant d'être répétés. Drayton hésita, puis expira. Madame Drake est venue me voir hier soir.
Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose qui appartenait à mon père. Quand je suis allé chez elle ce matin, elle était partie. J'ai pensé qu'elle avait perdu son sang-froid. « Et vous a-t-elle donné la lettre » demanda mademoiselle Marple. Il acquiesça lentement. Elle l'avait laissée dans ma chambre à l'auberge. Elle ne venait pas de lui. Elle lui était adressée. Elle provenait d'une femme nommée Éléonore. Melchett releva la tête. Sa femme ? Non. L'écriture est différente. Je pense qu'elle provenait de quelqu'un d'autre à qui il avait fait du tort. Les yeux de mademoiselle Marple clignèrent, ou de quelqu'un qui pensait avoir subi un tort. Drayton fronça les sourcils. « Vous voulez dire « ma mère ». Je veux dire n'importe qui, dit-elle doucement. La frontière entre l'amour et l'accusation est plus mince que le papier sur lequel elle est écrite. Il s'enfonça dans le fauteuil le plus proche du feu, perdant son sang-froid. Je suis venu ici pour blanchir son nom. Je pensais que, si les gens connaissaient la vérité, ils lui pardonneraient. Mais chaque mot que j'ai trouvé ne fait qu'aggraver la honte. La vérité se comporte rarement bien, dit mademoiselle Marple. Elle arrive sans y être invitée et s'installe où bon lui semble. Le ton de Melchett était sinistre. Si madame Drake avait cette lettre, quelqu'un d'autre savait qu'elle existait. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle soit vue. L'homme leva les yeux, bouleversé. « Vous pensez qu'elle a été tuée pour que cela reste secret ?»« Je pense, dit lentement mademoiselle Marple, qu'elle est morte pour que cela soit rendu public. » La pluie tambourinait à nouveau contre les fenêtres, douce et régulière. Melchett se leva, agité, ses bottes laissant des traces sombres sur le tapis. « Vous resterez dans le village, monsieur Drayton, jusqu'à ce que nous ayons tiré cela au clair. Je ne vais nulle part, dit-il, pas avant de savoir ce qui lui est arrivé. » Mademoiselle Marple se leva. Son regard se posa une nouvelle fois sur le portrait au-dessus de la cheminée, les yeux peints qui l'observaient, patients, presque indulgents. « Les morts, murmura-t-elle, savent toujours qui parle en leur nom. Ce sont les vivants qui mettent plus de temps à l'apprendre. » Elle se tourna vers la porte. « Colonel, j'aimerais appeler Madame Price Ridley demain matin. Elle observe certaines convenances avec trop de fidélité pour être innocente. » Melchett lui lança un regard sévère. « Vous pensez qu'elle est impliquée ? » ?»« Je pense, dit mademoiselle Marple, que la culpabilité à St. Mary Mead n'est jamais désordonnée. Elle s'habille pour le thé et attend d'être remarquée. » Alors qu'il sortait, sous la pluie, le vent apporta faiblement depuis le cimetière l'écho de la cloche, sonnant une fois, comme pour marquer une arrivée plutôt qu'un départ. Mademoiselle Marple s'arrêta pour écouter. « Les apparences, murmura-t-elle, commencent à perdre leurs bonnes manières. » La pluie s'était transformée en une légère bruine, rendant les pavés des ruelles de St. Mary Mead d'un noir brillant. Miss Marple marchait aux côtés du colonel Melchett et d'Henry Drayton, chaque pas mesuré, chaque mouvement délibéré, mais son esprit était en effervescence, observant silencieusement. L'écho de la cloche de l'église, qui venait de sonner pour la dernière fois, résonnait encore dans ses oreilles, un rythme doux accompagnant ses pensées. Le village semblait ordinaire, avec ses toits de chaume, ses haies soigneusement taillées et ses fenêtres familières offrant un masque de paix. Mais sous cette apparence, les motivations humaines s'agitaient, comme des feuilles prises dans un courant invisible. Ils arrivèrent à la maison de madame Price Ridley. Elle ouvrit la porte avant qu'ils aient pu frapper, un châle serré sur la poitrine, les joues légèrement pâles. « J'ai entendu dire que vous passeriez peut-être, balbutia-t-elle, bien que sa voix ne cachait pas sa vive curiosité. « Bonjour, madame Price Ridley, dit mademoiselle Marple en entrant avec son assurance calme habituelle. « Nous avons des choses à discuter. » Le colonel s'attarda près du seuil, les yeux alertes. Henry Drayton le suivit, silencieux, l'expression soigneusement mêlée de curiosité et de retenue. Mademoiselle Marple fit un geste vers le salon. « Asseyez-vous, je vous en prie. Il n'y a pas lieu de se précipiter, seulement de clarifier les choses. » Madame Price Ridley obéit, bien que ses mains tremblent légèrement tandis qu'elle serrait sa tasse de thé. « Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un me soupçonnerait, dit-elle nerveusement. « Ce n'est pas de la suspicion, ma chère, répondit mademoiselle Marple. C'est de l'attention. Vous voyez, lorsque des lettres arrivent avec une telle précision de jugement, on commence à s'intéresser à ceux qui mesurent leur vie avec tant de soin. » La dame tressaillit, les yeux rivés sur la cheminée. Là, sur un plateau en argent, reposait un seul pétale de violette, fané mais reconnaissable, placé délibérément sur la nappe en dentelle. Mademoiselle Marple laissa passer un moment avant de commenter. « Il semble que quelqu'un nous rappelle le prix des apparences. » Madame Price Ridley eut le souffle coupé, regardant tour à tour le pétale et la détective. « Je vous assure que je... »« Oui, les apparences sont trompeuses,
dit doucement mademoiselle Marple, mais elles sont aussi porteuses de souvenirs. Le colonel Melchett intervint d'un ton plus vif que d'habitude. Nous avons besoin de faits, pas de poésie. Madame Price Ridley, où étiez-vous hier soir? Quelqu'un peut-il confirmer vos déplacements? La dame le regarda, puis regarda Drayton, puis redevint vers mademoiselle Marple. J'étais chez moi, je vous assure. Je n'ai reçu aucune visite. Mais j'ai entendu des voix provenant du presbytère, faibles, indistinctes. Je ne pouvais voir personne. Les yeux de mademoiselle Marple se plissèrent subtilement. Des voix, dites-vous, déformées par la distance et l'intention peut-être. Avez-vous reconnu les tonalités? Non, seulement que l'une était certainement masculine, l'autre peut-être féminine. Mais je ne pouvais en être certaine. Elle marqua une pause, puis ajouta avec un soupir hésitant. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. J'ai appris que les ragots peuvent souvent être dangereux. Drayton pinça les lèvres. Vous avez entendu Madame Drake parler? Madame Price Ridley eut l'air surprise. Je ne la connais pas bien. Peut-être. Mais ce n'était pas clair. Mademoiselle Marple se pencha en avant, le regard à la fois doux et perçant. Considérez, Madame Price Ridley, la succession d'invitations, chacune faisant écho à un souvenir et à un choix. Quelqu'un a orchestré la rencontre entre les lettres, les clés et les avertissements. Chaque participant a réagi selon ses habitudes et sa conscience. Voyez-vous maintenant à quel point ce schéma peut facilement impliquer même les innocents? La dame serra la tasse de thé dans ses mains. Je vois. Mais je n'y suis pour rien. Il doit sûrement y avoir des preuves? Il y a toujours des preuves, répondit mademoiselle Marple. Mais les preuves peuvent-elles se cacher derrière la civilité, tout comme une ombre cache la forme d'une main? Le colonel s'agita avec impatience. Mademoiselle Marple, je vous en prie, suggérez-vous qu'elle avait un motif pour causer la mort de madame Drake? Pas intentionnellement, dit Miss Marple, mais les actions motivées par la peur ou la bienséance peuvent avoir des conséquences imprévisibles. Les lettres ont été lues, les clés utilisées, le décor planté, et parfois, le dernier acte n'est pas orchestré par ceux qui se contentent de suivre le scénario. La voix de Drayton était calme mais ferme. Je comprends maintenant que j'ai sous-estimé la subtilité de ce village, sa connaissance et sa discrétion. Quelqu'un pouvait manipuler les événements tout en semblant totalement étranger à l'affaire. Mademoiselle Marple inclina la tête. Exactement. Et considérez également l'importance des petits détails. Le mot plié, la violette fanée, les empreintes de pas dans la boue. Ils ne témoignent pas de violence, mais d'intention. Melchett expira bruyamment. Vous pensez donc que tout cela a été orchestré par quelqu'un qui était resté invisible jusqu'au moment de la découverte? Oui, dit-elle, mais pas invisible au sens caché, plutôt invisible dans l'attente. Le village enseigne les manières subtiles, l'observation et la pression silencieuse de la conscience. Notre coupable s'est appuyé là-dessus, et le message a été transmis précisément parce qu'il fait confiance à l'ordinaire pour l'interpréter correctement. Le visage de Madame Price Ridley pâlit, puis rougit. « Je ne comprends rien. Vous dites que j'aurais pu être impliqué, simplement parce que j'étais correcte? » « Exactement, dit Miss Marple d'un ton doux. Ce n'est jamais la culpabilité qui rend une personne responsable ici, seulement la forme de son attention, la façon dont elle remarque ou ignore les choses. Une horloge sonna l'heure, chaque coup résonnant dans le salon comme un battement de cœur régulier. Dehors, une fine bruine continuait de tomber, laissant le monde lavé et réfléchissant. Mademoiselle Marple balaya la pièce du regard. Maintenant, nous attendons. Les vérités restantes se révéleront, mais seulement à ceux qui observent attentivement, à ceux qui ont appris à distinguer l'apparence de l'intention. Le colonel et Drayton échangèrent un regard. Le silence s'installa, chargé de la tension d'une connaissance encore incomplète. Les mains de Madame Price Ridley tremblèrent à nouveau, mais elle resta assise, ses manières intactes. Mademoiselle Marple se leva, ramassant les lettres et les notes. Elle s'arrêta, regardant vers la fenêtre où les premières lueurs du matin perçaient à travers les nuages, et quand elle viendra, comme elle doit venir, la vérité s'imposera, quelle que soit la courtoisie qui l'entoure. Une seule cloche sonna depuis le clocher de l'église. Son son résonna étrangement, comme s'il marquait à la fois une fin et un commencement. Le regard de mademoiselle Marple croisa celui du portrait d'Henry Drayton au-dessus de la cheminée, et pendant un instant, elle crut entendre la cadence tranquille de son jugement résonner dans la pièce. La porte grinça faiblement derrière eux, et le regard de mademoiselle Marple se posa sur ce subtil changement dans la compréhension, le dernier indice que quelqu'un avait observé, attendu et était maintenant prêt à agir.